Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne durant 1 heure chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur Bismart. Au sommaire de cette édition, nous ferons tout d'abord un point sur le marché immobilier francilien avec Guy Poyen, directeur du marketing et du digital au Crédit Agricole d'Île-de-France. Un point un peu particulier car il sera question du baromètre logement du Crédit Agricole Île-de-France qui nous donnera les données précises des tendances du marché de l'immobilier basées sur les crédits accordés, donc les ventes réellement réalisées. Nous aborderons également le profil des acheteurs en Île-de-France. Et puis dans Enjeu Patrimoine, nous fêterons avec quelques jours de retard les 2 ans du PER. Nous en profiterons pour faire un premier bilan, évoquer les tendances de ce placement et revenir sur les déclarations de Bruno Le Maire à son sujet le 1er octobre dernier. Un anniversaire que nous fêterons avec Lionel Corre, sous-directeur des assurances à la Direction Générale du Trésor, et Marc Fiorentino, cofondateur de Meilleur Taux Placement. Et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, nous retrouverons 4 nouvelles interviews réalisées par Club Patrimoine lors de l'événement Patrimonia. Au programme, le potentiel des actions européennes, la formation des CGP, les types d'actifs à privilégier pour 2022, sans oublier l'assurance vie luxembourgeoise sur laquelle nous reviendrons également. Smart Patrimoine, c'est parti. Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Et on commence donc avec Patrimoine thématique, un patrimoine thématique, vous le savez, consacré tous les lundis à la thématique immobilière. Nous allons nous poser aujourd'hui la question des tendances du marché francilien, mais avec le point de vue non pas d'un professionnel de l'immobilier, mais d'un banquier. Pas de place ici pour la prospective ou l'intuition, mais des faits, uniquement des faits. Qu'est-ce qui ressort de l'analyse des dossiers de crédit effectivement accordés sur le premier semestre de l'année? Quelles zones privilégiées et quel profil d'acheteurs actuellement? Nous en parlons avec Guy Poyen, directeur du marketing et du digital au Crédit Agricole d'Île-de-France. Bonjour Guy Poyen. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors ce baromètre dont je parlais en introduction, il est sorti il y a quelques jours maintenant. Il dégage les tendances du marché francilien basées sur 7300 prêts immobiliers effectivement accordés, c'est bien ça? Effectivement, oui, c'est la 6e édition que l'on sort du baromètre de l'immobilier. C'est 7500 à peu près parce qu'on est à mi-chemin en fait, de l'année. Ça correspond à peu près à une volumétrie sur le premier semestre. D'accord. Au global, en fait, ça représente comme la part de marché en fait, du Crédit Agricole de France sur les crédits immobiliers qui sont distribués représente à peu près 14%. D'accord. Ce qui nous donne en fait un échantillon assez large pour justement déterminer les tendances, en tout cas, de ce beau marché qui est le marché francilien. Et alors, avant de nous donner les tendances, un petit point rapide de la méthodologie. En fait, donc, vous accordez des crédits à des acquéreurs, quel que soit leur profil, et ensuite, évidemment, les données sont anonymisées, mais ça vous permet de dégager des tendances sur la base de l'étude de tous les crédits accordés, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça nous permet de déterminer à travers ces crédits, ces données, en fait, le montant moyen des projets, la part de l'autofinancement, le profil aussi des acquéreurs. Est-ce que ce sont des propriétaires, des investisseurs, et la tranche d'âge. Et donc, si ce sont également des primo-accédants ou des secondos. Donc, il y a un certain nombre de critères qui permettent là aussi de définir un certain nombre de choses. Et alors, bien sûr, de pouvoir aussi déterminer quelles sont les villes les plus demandées, comment les choses peuvent là aussi s'orienter différemment. Et alors, quelle est cette cartographie du coup de l'immobilier francilien aujourd'hui? Par exemple, le montant moyen d'un projet aujourd'hui se situe à quel niveau? En fait, ça varie entre, si je prends Paris intramuros, entre 950 000 euros de montant moyen, et puis vous allez sur l'Essonne où là, vous allez descendre plutôt vers 350 000. Donc, on voit l'écart qui est important, oui. Et que l'on peut déterminer en fonction d'un cercle entre le Paris intramuros, la première, seconde ou troisième couronne. C'est ça, et on voit que Paris intramuros reste évidemment très élevé par rapport au reste des communes autour. Qu'est-ce que vous constatez effectivement donc dans le baromètre? On voit, alors effectivement, on fait la différence entre premier achat et second achat. Là, pareil, là, il y a une différence qui est importante entre les deux. Oui, absolument, parce que ce qu'on appelle les primo-accédants, c'est la première fois que j'accède. Alors c'est vrai que par rapport à la France, l'Île-de-France, l'âge moyen du primo-accédant, comme on l'appelle, est plus élevé. Il tourne autour de 34-36 ans, compte tenu de l'accès aussi. Et il est là aussi la part représentative, ce que l'on peut observer au fur et à mesure des années, se réduit
D'accord. au détriment effectivement des achats de seconde main, enfin d'achat-revente. D'accord. On peut observer. La part la plus faible, en tout cas des primo-accédants, elle est bien sûr sur Paris Intramuros. Bien sûr. Il y a de moins en moins de primo-accédants sur De Paris moins en moins, Intramuros. voilà, D'accord. dans nos données, ça ne représente que 12%. Et c'est une tendance qui, chaque année, se réduit. 12% des transactions qui s'opèrent sont réalisées par les primo-accédants sur Paris Intramuros. D'accord. Et le reste, du coup, va en première couronne de Paris. En deuxième couronne, ils vont où ces Oui, primo-accédants elle est alors? plutôt sur la deuxième et troisième couronne. D'accord. Ok. Pour autant, ce qu'on observe là récemment avec ce dernier baromètre, c'est que la part des primo-accédants se réduit aussi D'accord. dans les deuxième ou troisième couronnes. Elle reste assez importante, Ça veut autour dire- de 46%. Et ça veut dire que quand on est jeune et qu'on veut acheter un appartement, on ne vient plus en Ile-de-France, c'est ça? En Ile-de-France, au moins pas tout près de Paris. Ou pas tout près de Paris. Voilà, quoi. On s'éloigne parce que c'est quoi? C'est une question de moyens, tout simplement? Oui, bien Parce sûr. que les prix au mètre carré sont trop élevés pour cette partie Allez. pour ce profil d'acquéreur? Tout à fait, oui. Je pense que globalement, il y a eu tout un tas de dispositifs au fur et à mesure des années qui ont pu aider, je dirais, à l'accession, que ce soit sur les prêts réglementés, les prêts à taux zéro. Mhm. Pour autant, ça n'a pas suffi globalement. Il y a eu aussi une tendance d'allongement des durées de crédit. Il y a eu bien sûr la baisse des taux d'intérêt qui permettait là aussi à certains profils de pouvoir accéder en fait, à Bien la sûr, propriété qui jusqu'à là ne pouvaient pas le faire. Pour autant, on voit bien que ça a une limite. Et cette limite, c'est le prix du marché. Et qui fait que sur Paris Intramuros, c'est à 950 000 euros. Ça nécessite là aussi de pouvoir disposer d'un certain nombre d'apports personnels pour pouvoir accéder en tout cas à ces biens. Et c'est ce qui rend plus difficile l'accession, la primo-accession de ces clients sur l'Île-de-France, ou du moins Bien sûr, sur la ouais. première et Paris Intramuros. Mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché francilien est un marché de second accédant ou d'acheteurs investisseurs pour le coup? C'est ce que vous constatez ou c'est un peu trop raccourci aujourd'hui pour le dire? Je pense que c'est un peu raccourci, si vous le permettez. Je pense qu'il y a aussi une tendance qui a fait que, entre la crise de la Covid, entre les changements comportementaux des franciliens sur le télétravail, on voit qu'il y a un certain nombre de déplacements qui s'opèrent, de D'accord, transactions qui peuvent être réalisées pour retrouver un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Et là aussi, de tenir compte, on l'observe, d'une acceptation en tout cas d'un temps de transport D'accord. qui Oui, donc on va est entre chercher... 30 et 40 minutes. On va chercher quoi? L'accès à l'extérieur ou la proximité d'un espace vert, mais en même temps sur pas trop loin non plus de son lieu de travail, donc qu'on peut imaginer au cœur de Paris, mais pas forcément. Ça peut être aux alentours aussi, Oui. Sur la première couronne. Oui. sur la première couronne. Et on va essayer de trouver un peu le meilleur des deux mondes, un peu moins cher, un peu plus d'espace vert peut-être, mais toujours pas trop loin d'un lieu de travail, c'est ça? Oui, oui, absolument. C'est pour ça qu'on observe aussi qu'il y a plus une tendance sur les maisons que sur les appartements. D'accord, ok. Voilà. Ça, vous le voyez réellement. C'est pas Ça, on juste une vue de l'esprit qu'on aurait pu imaginer. Ça, c'est réellement, vous C'est le ce voyez qu'on constate, concrètement. en tout cas D'accord. sur les prêts qu'on réalise. D'accord, Parce que ouais. c'est par rapport à ces données où vous avez effectivement plutôt une augmentation qui est sur la troisième couronne, D'accord. avec plutôt des maisons, des pavillons que des appartements. Mhm. Et certainement là aussi avec, comme vous le disiez, un équilibre entre mon temps de transport, même si j'ai quelques jours de télétravail, je peux trouver là aussi un meilleur choix entre avoir un espace plus grand, profiter effectivement d'un jardin ou autre, Bien sûr. et en même temps me dire que même si je dois quand même travailler ou prendre le transport pendant 3 jours ou 2 jours par semaine, c'est quand même de tenir compte d'un délai quand même qui ne dépasse pas en fait 40 minutes. C'est intéressant de voir que, parce que c'est quelque chose qu'on imaginait, qu'on envisageait, dont on parlait, mais c'est intéressant de voir que dans les chiffres, dans les crédits que vous accordez, c'est une réalité que vous constatez. Il y a des zones privilégiées. Là, je vois par exemple que dans les tendances de l'immobilier francilien, il y a quand même des départements qui s'en sortent mieux que d'autres ou qui en tout cas attirent plus que d'autres. Les Yvelines, les Hauts-de-Seine ou la Seine-Saint-Denis sont par exemple à des prix en termes de projets qui sont assez élevés par rapport à la Seine-et-Marne globalement.
Oui, oui, tout à fait. Oui, on voit ces départements-là. Alors peut-être que sur la Seine-Saint-Denis, c'est certainement beaucoup plus par rapport au potentiel de croissance immobilière Bien sûr. que propose ce département. Mais c'est vrai que Donc, ce serait plus des investisseurs pour le coup. plus des D'accord. investisseurs avec plutôt des appartements. Sur les Hauts-de-Seine, sur les Yvelines ou l'Essonne, oui, ça reste les départements qui sont les plus demandés, Mhm. avec là plutôt une part, là, comme je le disais tout à l'heure, de pavillons, D'accord. de recherche de cet équilibre. Et alors, la Seine-et-Marne, du coup, vous sentez que c'est quoi? C'est moins demandé aujourd'hui? C'est juste que les prix sont moins chers, donc il y a encore un potentiel de croissance Non, ça reste dynamique, hein, mais je dirais ça se ralentit par rapport au boom qui a eu lieu historiquement avec l'arrivée de Marne-la-Vallée et Mhm. de tout l'Est parisien. On voit quand même que effectivement, ça reste assez dynamique là aussi, mais avec des prix qui sont un peu plus abordables que celles du 92 ou de l'approche banlieue quoi, parisienne. Est-ce que vous avez des noms de villes à nous donner là dans toute cette première, deuxième ou troisième couronne, de villes particulièrement dynamiques? Parce que là, on parle de départements, mais il y a oui, effectivement, on cherche des écoles, on cherche des commerces. Quelles sont les villes les plus dynamiques aujourd'hui? Les villes en fait qui sont les plus demandées, si je prends le baromètre, hein, donc sur ça, vous avez effectivement, vous allez retrouver Boulogne, un certain nombre de villes sur les Hauts-de-Seine, Rueil-Malmaison. Mhm. Colombes, Boulogne, Versailles, Asnières. Et puis il y a une ville aussi un peu qui sort du lot, Ouais. alors qu'elle ne fait pas partie du département, qui est le Val-de-Marne sur le 94, hein, Mhm. qui est Saint-Maur, qui reste là aussi une ville qui est très demandée. D'accord, donc des villes qui restent proches de Paris, mine de rien, où là la demande est toujours forte. C'est pas forcément des primo-accédants, mais c'est plutôt un profil d'acheteur qui est sur un deuxième ou un troisième achat pour le Oui, coup. c'est ça, tout à fait. Et qui se positionne rapidement là en dehors de baromètre. Vous constatez aussi que l'apport est quelque chose qui rentre en ligne de compte aussi de plus en plus, où je vois par exemple que là les tendances de l'immobilier francilien, premier achat 362 500 euros, ça c'est le montant moyen du projet, alors que le montant moyen du prêt est de 281 000 euros. Là c'est quelque chose qui est intégré aussi, qu'il faut arriver avec un apport pour réaliser un achat en Ile-de-France. Alors, en tout cas, c'était déjà vrai hier et au fur et à mesure que les prix augmentaient. C'est encore plus vrai aujourd'hui avec donc les critères qui sont imposés par le Haut Conseil de stabilité financière, bien sûr. Et qui amènent aussi à demander de façon explicite aux établissements de crédit de limiter le taux de charge, le taux d'endettement Mhm. des acquéreurs sur les résidences principales à 35%. Et donc, de fait, et en plus de limiter là aussi la durée des crédits pour qu'ils ne dépassent pas 25 ans. Bien sûr. Donc, quand Oui, vous faites la combinaison entre des prix qui peuvent être stables ou assez élevés ou qui augmentent, avec une durée qui se limite à 25 ans et un taux de charge de 35. Bien sûr, il reste l'apport pour ceux qui ont la possibilité d'en avoir un pour C'est ça. augmenter cette capacité d'achat. Merci beaucoup Guy Poyen, directeur du marketing et du digital au Crédit Agricole d'Île-de-France, d'être venu nous présenter cette sixième édition du baromètre logement que vous éditez. Merci à vous également de nous avoir suivis et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et c'est parti à présent pour Enjeu Patrimoine, où nous vous proposons de fêter avec quelques jours de retard les 2 ans du PER, 2 ans de ce nouveau dispositif d'épargne retraite qui remplace donc les dispositifs d'épargne retraite antérieurs, comme par exemple le PERP. On fait le bilan de ces 2 premières années avec Lionel Corr, sous-directeur des assurances à la Direction Générale du Trésor. Bonjour Lionel Corr. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau et on fait le bilan également avec Marc Fiorentino, cofondateur de Meilleur Taux Placement parmi vos autres activités, mais aussi auteur de plusieurs ouvrages sur l'épargne, dont les meilleurs placements pour les nuls. Bonjour Marc Fiorentino. Bienvenue à tous les deux donc, sur ce plateau. Le PER qui a été conçu pour être aussi simple d'utilisation qu'une assurance vie. Je donne un petit peu ce teaser. Lionel Corr, si on revient 2 ans en arrière, quelle était la volonté du PER dont on parle aujourd'hui ? L'idée, c'était la rencontre de 2 besoins. Celui des entreprises qui avaient besoin de renforcer leurs fonds propres. C'était vrai avant la crise. Bien sûr. Encore plus vrai oui, parce que c'est un sujet d'actualité aujourd'hui pour le coup. On a apporté de la trésorerie pendant la crise, mais les entreprises qui étaient déjà endettées avant la crise, elles le sont encore un peu plus aujourd'hui. Donc renforcer leur structure financière, c'était déjà le besoin, c'était le cœur de la loi Pacte. Et puis le besoin des épargnants, qui ont besoin de retrouver du rendement dans un contexte où, sur l'épargne financière, avec la baisse des taux continue depuis 30 ans, au moment où ça arrive à zéro, les taux, les emprunts d'État, ils sont à taux négatif en ce moment. Bien sûr, oui. Il fallait leur apporter d'autres solutions.
Et ça, la seule solution, c'est de leur apporter des produits d'épargne longue. D'accord. Et l'épargne longue, ça existait, c'est l'épargne retraite, mais ça marchait pas. Ça marchait pas bien. Vous avez cité l'assurance vie, 1800 milliards. On était tout mouillé, tout produit d'épargne retraite confondu à 200, 230 milliards. Et alors, c'était quoi le constat? Ça marchait pas. Pourquoi? Et pourquoi, du coup, on est allé sur le PER? Ça marchait pas. C'est vraiment la question qu'on s'est posée. Et pour ça, on a travaillé avec les professionnels, on a travaillé avec les épargnants, parce qu'on s'est dit, on va pas le rendre obligatoire. C'est pas le but, ça. On fera la réforme des retraites. Bien sûr, oui. En revanche, on va faire un nouveau produit d'épargne, mais qui soit attractif. D'accord. Donc, on a essayé de tout faire pour qu'il soit attractif en prenant le meilleur de tous les mondes, finalement, parce que c'était des mondes séparés. L'épargne retraite, il y avait le PERP que vous avez cité, mais il y a aussi le PERCO, il y avait l'article 83, avec tous des noms aussi marketing les uns que les autres. Bien sûr, oui. Et donc là, on a dit, on oublie tout ça, on en met un seul, le PER. Ouais. Où tout le monde va pouvoir se faire concurrence, que ce soit les gestionnaires d'actifs, que ce soit les assureurs, et sur un produit sur lequel les épargnants vont retrouver de la liberté. Parce que c'était l'un des problèmes de ces anciens produits, notamment les PERP, où on était bloqué jusqu'à la retraite, et puis après, à la retraite, on n'avait pas le choix, c'était la rente, pour l'essentiel. Oui, alors que là, en fait, on a ouvert un petit peu les possibilités. On peut récupérer du capital, on peut récupérer de la rente, et on a même, comme dans d'autres dispositifs, la possibilité de débloquer en anticipé selon certaines conditions. Exactement, c'est-à-dire qu'on a gardé toutes les conditions d'accident de la vie qui permettent de reprendre son épargne en cours de la Constitution, et puis on a généralisé ce qui n'existait que dans l'un des produits, qui était le PERCO, le produit collectif d'entreprise, le cas de sortie pour acheter la résidence principale. Bien sûr, oui. Ce qui est important, notamment quand on cotise dans un produit à 25 ou 30 ans, ce cas-là, il est quand même assez utile. Et puis surtout, au moment de la retraite, maintenant, tous les PER peuvent sortir, certes en rente, mais c'est au choix. Maintenant, ça peut être aussi en capital. Alors, ça fait 2 ans que ça existe. 3 millions de contrats ouverts attendus pour 2022. On les a dépassés aujourd'hui. On est à 3,8 millions. On peut même viser 4 millions de contrats ouverts en 2022. C'est un bilan qui est très positif. Ça veut dire que du coup, la recette a porté ses fruits. C'est le bilan que vous en tirez aujourd'hui? Manifestement, on ne s'est pas trop trompé. D'accord, ouais, c'est ça. Se rapprocher de l'assurance vie, ça marche en fait finalement. Alors, se rapprocher, en tout cas, faire un produit qui est effectivement. Alors, il y a un peu de tuyauterie derrière. Pour les professionnels, le produit, il n'est pas si simple. Mais en revanche, l'idée, c'était qu'il soit simple pour les épargnants. Effectivement, on est aujourd'hui à 3,8 millions de Français couverts. Alors, ce n'est pas forcément en contrat, parce qu'il y a du collectif dedans, mais c'est 3,8 millions de Français couverts. Bah oui, souvent, on se met des objectifs ambitieux et on fait ce qu'on peut pour essayer d'expliquer qu'on les a quand même atteints. Bon, là, on les a quand même déjà dépassés avec plus d'1 an et demi d'avance, puisque c'était des chiffres. On n'a pas encore les chiffres de l'anniversaire par construction parce qu'on les avait quelques mois de retard. Bien sûr. Oui. Donc là, c'est les chiffres de mi-année 2021. On est à 3,8 millions de Français couverts, donc on aura plus de 4 millions avant la fin de l'année. Et ça fait 45 milliards d'encours. Bon, et avec quelques bémols quand même sur les frais, on en parlera après. Juste avant, Marc Fiorentino, je rappelle que vous êtes cofondateur de Meilleur Taux Placement et spécialiste quand même d'un certain nombre de placements financiers. Le PER, vous le suivez depuis sa création. Quel est l'avis du professionnel et du spécialiste des placements sur ce nouveau dispositif? C'est devenu un produit incontournable. Donc, c'est passé d'un produit incompréhensible, très disséminé, avec effectivement des noms marketing et puis la sortie en rente qui était vraiment un handicap, à un produit qui est devenu aujourd'hui incontournable. On peut dire qu'aujourd'hui, et c'est pas simplement quand on est senior ou quand on pense à la retraite, c'est-à-dire qu'à partir de 30 ou 35 ans, nous, notre discours chez Meilleur Taux Placement, c'est que chacun doit avoir un PER. Et alors ça, deux questions, mais la première, le fait de commencer à investir dès 30 ans dans un PER, c'est quelque chose qui est entendu aujourd'hui par... Alors très, très peu encore, mais on remarque que c'était un sujet qui ne touchait que les plus de 50 ans, voire 55, donc j'ai envie de dire presque trop tard. Oui, c'est ça, en fait on commence à y réfléchir quand finalement le produit... Quand on voudrait toucher les fruits, quoi. Exactement. Alors il a son utilité puisqu'il y a quand même le différentiel fiscal qui est très important, donc c'est vrai que c'est pas totalement idiot de commencer un PER à 50 ou 55 ans, mais on s'est aperçu aujourd'hui que le sujet, en tout cas, de réflexion est en train de toucher les plus de 45 ans déjà. D'accord. Ouais. Donc on a vu cette évolution. Donc on réduit progressivement l'âge. On réduit progressivement et je pense qu'on va continuer à progresser. C'est-à-dire que ce qui était dit tout à l'heure est très juste, c'est qu'on a un produit qui devient maintenant presque aussi incontournable que l'assurance vie. Il y a un phénomène d'usure sur l'assurance vie parce que ça fait tellement d'années que des professionnels comme nous répétons que l'assurance vie est incontournable. Bon, il fallait un nouveau produit. Ce produit existe. Il a énormément d'avantages. Il a l'avantage fiscal qui est quand même un avantage très important. Et du coup, on sent un attrait
qui est très fort. Et puis, il y a tout ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, la perception qu'aujourd'hui, il faut la retraite par répartition, elle a quand même un peu de plomb dans l'aile, et qu'il va falloir réfléchir à la retraite. Il faut commencer à la préparer soi-même. Exactement. Donc, la retraite par capitalisation, c'est la résidence principale, de fait. C'est l'assurance vie et maintenant ça devient le PER. Alors vous avez parlé de la fiscalité, on y reviendra. Juste avant, vous avez tous les deux mentionné cette idée de sortie ou en capital ou en rente. C'était un vrai blocage, ça, le fait que ce soit qu'une rente, Lionel Corre, parce que finalement on pourrait se dire on prépare sa retraite, on a envie d'avoir un salaire de manière régulière qui sort. Et pourquoi avoir ce besoin de sortie en capital ? Ça, pour le coup, encore une fois, ce produit, on ne l'a pas fait tout seul dans notre coin. On l'a fait avec les épargnants, avec les professionnels, et c'était à peu près unanime sur le terrain. C'était la sortie en rente, c'est un blocage pour nous pour vendre le produit. Donc oui, la rente, c'est utile parce que justement, c'est pour compléter sa retraite, c'est quelque chose qui est extrêmement efficace. Maintenant, quand on bloque son produit, alors surtout si on commence à 30 ans à cotiser, donc pour 40, 50 ans, retrouver un peu de liberté au moment de la retraite, et on dit bien de la liberté, c'est pas on sort en capital nécessairement, on peut différer de la sortie. C'est avoir la possibilité de le faire, quoi. On peut mixer aussi. Et donc finalement, on peut, et les professionnels peuvent d'ailleurs, et ils le font aujourd'hui, développer des offres sur lesquelles on a différents choix possibles. Ça crée aussi quelque chose qui est nouveau, et qui est nouveau même aussi par rapport à l'assurance vie, qui est une nécessité d'accompagnement par le professionnel pour justement faire ses choix en amont, au moment de la retraite, et ça c'est utile. Parce qu'aujourd'hui, c'est fini les produits couteaux suisses qui prétendent, et Marc Fiorentino parlait de l'usure de l'assurance vie. L'usure de l'assurance vie, c'est aussi l'usure des taux. Et finalement, le produit, aujourd'hui, il reste liquide, il reste sécurisé. Mais en revanche, pour le rendement, il faut commencer à faire autre chose. Oui, bien sûr. Ça, c'est après, même quand on va regarder dans les différentes poches, que ce soit d'assurance vie ou de PER, là, on se rend compte que quand on veut du rendement, généralement, il y a de moins en moins de liquidité, encore que parfois les émetteurs de produits sont assez ingénieux. Juste avant, Marc Fiorentino, même question sur le capital, parce que, alors, effectivement, moi, j'ai l'âge de celui qui pourrait commencer à investir dans un PER, mais qui ne le fait pas encore. Le capital, c'était si bloquant que ça des produits sur lesquels on ne pouvait pas sortir en capital ? Oui, c'est amusant parce qu'on dit que les Français sont un peuple de rentiers, mais en fait, ils n'aiment pas la rente. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment que finalement, ils peuvent se débrouiller tout seuls, ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs. Souvent, pas le cas, et qu'ils préfèrent avoir le capital. Et c'était vraiment un sujet de blocage total. D'accord. Il faut se rendre compte que ce n'était pas simplement un aménagement qui a permis d'avoir une amélioration avec une possibilité supplémentaire. Je pense que ça a été un élément de déblocage du produit. C'est-à-dire qu'une des raisons pour laquelle le produit ne marchait pas avant, c'est que la sortie était en rente. Et une des raisons pour lesquelles aujourd'hui le produit est ce qu'on pourrait dire en anglais un no-brainer, c'est-à-dire que les gens ne se posent pas de questions quand on leur dit... Ils ne posent plus la question de la sortie. À partir du moment où il y a la sortie en capital, ils D'accord, parce qu'il y a toutes les possibilités finalement. On n'a pas ce travail d'explication à faire en disant oui, mais c'est de la rente, mais c'est pas grave parce que la rente c'est quand même pas mal. Non, là on n'a pas de sujet puisqu'ils ont l'habitude d'avoir des produits comme l'assurance vie où ils mettent leur argent, ils récupèrent du capital. Là ils mettent leur argent, ils récupèrent du capital. Les Français aujourd'hui sont dans la culture de j'investis, je récupère mon capital. Bon, alors ça, c'est tous les points positifs. Maintenant, il y a quand même deux points soulevés sur ce PER. Le premier, c'est la fiscalité, parce que fiscalité très attrayante à l'entrée, mais fiscalité à la sortie. Et on entend souvent que finalement, on nous reprend à la sortie ce qu'on nous avait laissé à l'entrée. Marc Fiorentino, je crois que vous avez une vision assez arrêtée sur le sujet. Oui, c'est faux, puisque par principe, normalement, au moment où on commence à rentrer dans un PER, c'est un moment où on est dans une fiscalité qui est plutôt extrêmement élevée ou élevée. Et a priori, sauf vraiment des cas extrêmement rares, au moment où on va toucher son capital, on va être dans un contexte de revenus qui ont, par définition, baissé. Et comme les revenus ont baissé, la fiscalité est moins importante. Et donc, on est dans un différentiel. En fait, on joue le différentiel de fiscalité. C'est ça on le fait passer dans une autre poche. Et en même temps, comme on a des revenus qui ont baissé d'à côté, on n'est plus la même imposition. Parce que par définition, vous allez être retraité, donc vos revenus ont diminué, a priori. C'est souvent le cas. C'est le cas dans 85% des cas, ou 90%. Enfin, il y a très peu de cas qui sont très rares. Ce qu'il ne faut pas dire... Ça arrive de gagner plus d'argent à la retraite. C'est un peu rare. Ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'il ne faut pas dire que c'est un produit dans lequel on n'a pas de fiscalité, et donc on a une réduction de la fiscalité à l'entrée. Ça, c'est faux. Il faut parler différentiel de fiscalité. C'est-à-dire que ce n'est pas une réduction de la fiscalité, c'est une réduction du différentiel de fiscalité. Et globalement, ça marche. Parce que dans
voilà, plus de 90% des cas, on a ce différentiel qui est favorable. Et alors, Lionel Corre, la question maintenant des frais. Frais, question qui a été soulevée par Bruno Le Maire lui-même, s'appuyant sur un rapport du CCSF. Alors, ce qui est mis en avant, si je résume, c'est que, du coup, le PER, il n'est pas proposé par l'État directement, mais par des sociétés émettrices, par des assureurs. Et il y a un certain nombre de frais facturés quand on veut investir dans un PER, que ce soit des frais de gestion, quelle que soit la typologie, ensuite que ce soit des fonds en euros ou des unités de compte, des frais d'arbitrage, des frais de société de gestion, des frais d'arrérage de rente, que j'ai découvert en préparant cette émission, qui sont les frais de sortie du coup de rente. On a l'impression qu'il y en a à tous les étages, et ce que dit Bruno Le Maire, c'est sa volonté de réduire ces frais, c'est de faire en sorte en gros, de faire sortir les meilleurs du marché, de les mettre en avant, et ça passe par plus de transparence. C'est ça l'idée du coup pour la suite du PER, c'est de réduire les frais, mais pas en allant réglementer, mais simplement en allant dire, regardez, on va sélectionner les meilleurs, et puis du coup, ceux qui mettent le plus de frais possible seront automatiquement moins suivis par les épargnants. Oui, ça, on essaye de plus fixer les prix ou distribuer nous-mêmes les produits. D'accord. Pour prendre votre exemple, aujourd'hui, et tout le pari qu'on a fait dans le PER, c'est la concurrence et la transparence. C'est-à-dire que les professionnels nous donnent les meilleurs produits. C'est-à-dire pour ça qu'on a supprimé cette frontière qui existait entre les produits gestion d'actifs d'un côté et les produits assurance de l'autre. Maintenant, tout le monde se fait concurrence. Il y a un seul frais qu'on a réglementé, c'est celui des transferts. Parce que si on empêche de transférer en mettant des frais exagérés, évidemment, sûr, là, on empêche un petit peu ces possibilités de faire jouer la concurrence. Donc celui-là, c'est 1% pendant 5 ans et ensuite, il n'y a plus de frais. D'accord. Bon, mais ensuite, l'idée, c'est que justement, les consommateurs puissent choisir et aller là où le produit est le plus performant et avec le moins de frais. Et on a fait un certain nombre de choses dans la loi Pacte en matière de transparence. Maintenant, et d'ailleurs, ça va au-delà du PER, c'est aussi pour toute l'assurance vie. Donc, alors une transparence complète en amont de la signature et pendant toute la vie du contrat. Mais ce qu'on a observé, c'est que... c'est concrètement, il en manque encore un petit peu. C'est surtout qu'aujourd'hui, on a un problème de... la transparence, elle est là, mais on a un problème de transparence peut-être en amont encore de la souscription. C'est bien qu'on ait tous les frais au moment où on signe, mais c'est encore mieux si on peut comparer avant d'avoir signé. Bien sûr, oui. Et puis, il y a aussi la question de la comparabilité de tout ça. Oui, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir comparer des choses comparables. Et nous dit qu'il faut avoir un indicateur commun, et aujourd'hui, il n'y a pas d'indicateur commun sur le marché. Je ne sais pas s'il nous faut un indicateur commun, mais en tout cas, il nous faut effectivement l'information en amont. Et puis, il faut vraisemblablement qu'il y ait un petit peu de standardisation, au moins dans la présentation de ces différents frais, pour qu'on puisse les comparer. Donc, c'est ça, en fait, qu'on a constaté. C'est-à-dire que la concurrence, globalement, elle est là. Il y a une grande offre, mais les frais, ils sont complexes, pas toujours bien sûr en amont. Et donc, finalement, pour comparer, on n'y est pas forcément. Donc, c'est ça qu'a annoncé Bruno Le Maire au moment de l'anniversaire du pacte, c'est-à-dire qu'on va travailler, c'est d'ailleurs les conclusions du comité consultatif de la place qui réunit pour moitié des consommateurs et pour moitié les professionnels, d'aller vers... Et on va faire par un accord de place, puisque les professionnels et les épargnants ont de toute façon tous intérêt à ce que le produit se développe, et d'aller au bout de la démarche, donc en rendant les frais les plus comparables possibles, en les affichant sur Internet pour tout le monde en amont, avant qu'on soit devant le professionnel en train de signer, pour pouvoir les comparer. Marc Fiorentino, il nous reste quelques secondes du coup sur cette question des frais en tant que professionnel. C'est la même question que sur l'assurance vie, en fait. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire la comparabilité, elle existe. Et puis aujourd'hui, il y a deux mondes qui s'affrontent, il faut le dire. Il y a le monde de l'Internet, sur lequel il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas de frais d'arbitrage, il n'y a pas de frais sur versement. Et puis il y a le monde offline qui a des frais qui sont toujours très chargés. Mais et ce qui est très étonnant... c'est structurel ou... C'est structurel. Et alors ce qui est très étonnant, c'est que comme dans l'assurance vie, on commence, la majorité de la collecte va là, malgré la transparence, va là où les frais sont plus importants. Donc il faut dire aux gens... Parce que ça rassure, c'est ça? Non, parce qu'il y a une question d'habitude et que l'Internet est en train de prendre un peu le pas. Mais il faut dire aux gens qui nous écoutent qu'il y a un moyen d'avoir des produits sans frais, c'est d'aller sur Internet. Merci beaucoup Marc Fiorentino, cofondateur de Meilleur Taux Placement et auteur de plusieurs ouvrages dont on l'a affiché tout à l'heure, Les meilleurs placements pour les nuls. Et merci Lionel Corre, sous-directeur des assurances à la Direction Générale du Trésor, d'avoir décrypté pour nous ce PER pour ces 2 ans. Merci à vous et on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. C'est parti pour la deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie qui va vous faire revivre Patrimonia avec des interviews d'experts de la gestion de patrimoine tournées sur place par le partenaire de l'émission Club Patrimoine. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec une interview d'Olivier Cassé, gérant ISR Action Europe chez Sycomore AM au sein de General Investment. Olivier Cassé qui se posera la question de la Silver Economy adaptée aux actions européennes, au micro de Linda Labidi, journaliste chez
Club Patrimoine. Ce sera ensuite au tour de Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine, d'enchaîner donc sur une interview de Catherine Orlac, présidente de l'OREP. Il lui posera la question de la formation. Est-ce que c'est un passage obligé pour les CGP ? On enchaînera ensuite avec Thomas Friedberger, directeur général et co-directeur des investissements de Tikeo Capital, qui répondra aux questions de Linda Labidi, journaliste chez Club Patrimoine. Une thématique centrale autour des types d'actifs à privilégier pour 2022. Et on finira avec l'interview de Romain Chevalier, Chief Commercial Officer chez One Life, qui répondra aux questions de Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, avec pour thématique centrale assurance vie luxembourgeoise. Quel intérêt pour les CGP ? On se retrouve tout de suite pour la première interview. On commence donc avec l'interview d'Olivier Cassé, gérant ISR Action Europe chez Sycomore AM au sein de Generali Investment. Olivier Cassé qui répond aux questions de Linda Labidi, journaliste chez Club Patrimoine, avec pour thématique centrale la Silver Economy adaptée aux actions européennes. Bonjour à tous, j'ai toujours la joie et le plaisir de me trouver à Lyon au salon Patrimonia. Et aujourd'hui, je suis en bonne compagnie puisque je suis avec Olivier Cassé. Bonjour Olivier. Bonjour Linda. Alors, il y en a des choses à dire sur vous. Déjà, vous êtes gérant ISR Action Europe chez Sycomore Asset Management. Et vous gérez un fonds, le GIS SRI Aging Population. J'ai bien prononcé ? Exactement, c'est parfait. Je ne suis pas bilingue, mais C'est je m'en sors parfait. bien. Hein. Ok. Pourquoi cette thématique sur le vieillissement de la population ? C'est intéressant finalement. Alors, cette thématique part d'un constat très très simple, c'est que la population des plus de 60 ans va augmenter fortement sur les prochaines années, les prochaines décennies. C'est vrai dans les pays développés, c'est vrai dans les pays émergents. Juste pour vous rappeler quelques chiffres, au niveau mondial, aujourd'hui, ce sont des chiffres des Nations Unies, on a 1,1 milliard de personnes qui ont plus de 60 ans. En 2050, c'est quasiment 2 milliards de personnes. C'est énorme. Et c'est énorme. Et on a des chiffres qui sont encore plus impressionnants pour certains pays. Par exemple, la Chine, aujourd'hui, vous avez 250 millions de personnes de plus de 60 ans. Et en 2050, elles seront quasiment 500 millions de personnes. En France, le constat, heureusement, est un peu moins alarmiste, mais vous avez quand même une augmentation assez forte qui se dessine sur cette population-là, notamment par le haut avec la population des plus de 75 ans qui va également quasiment doubler sur la période en passant de 6 millions à 11 millions de personnes. Et donc, la conséquence de cette mutation démographique, comme on peut l'appeler, c'est qu'on va avoir une nouvelle demande sur certains produits, sur certains services de la part de cette clientèle senior. Et donc les entreprises qui sont bien positionnées, innovantes pour capter cette nouvelle demande seront des entreprises qui vont voir leur marché adressable augmenter fortement sur les prochaines années, des entreprises en croissance, donc des revenus pour ces entreprises en croissance, donc certainement des profits en croissance et donc certainement une valorisation de ces entreprises cotées qui sera plus important d'ici 4 ou 5 ans que ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est pour ça notamment qu'on a lancé ce produit chez Generali Investment il y a 5 ans maintenant, pour essayer de surfer sur cette vague du vieillissement de la population. Mais alors, comment précisément investir sur cette thématique, sur les marchés financiers concrètement ? Alors c'est une bonne question. Il y a plusieurs segments qui peuvent être investis. Alors ce qui nous vient en tête très rapidement, c'est le segment de la santé. C'est vrai qu'il y a une corrélation directe entre l'âge des personnes et les dépenses de santé. Alors quand on parle de la santé, c'est un secteur qui est très très large. Alors bien évidemment, ce sont les laboratoires pharmaceutiques, notamment ceux qui sont spécialisés. Alors ce sont des sujets un peu délicats, mais spécialisés sur de l'oncologie. Donc ce sont des marchés en très très forte croissance. Mais il y a également d'autres marchés dans la santé qu'on appelle les équipements médicaux. Alors là, on est sur des appareils auditifs, des implants dentaires, de l'optique, du diagnostic, qui sont là encore des marchés en très très forte croissance sur les prochaines années. Ça, c'est un segment qu'on a tous bien en tête, mais il y a d'autres segments qui peuvent être investis, alors notamment quand on regarde le quotidien des seniors. Donc toutes les entreprises qui vont avoir des solutions pour rendre la vie au quotidien plus douce, plus confortable pour les seniors. Donc on parle des équipements de la maison, de la domotique, ou même des nouveaux secteurs, des nouveaux segments qui peuvent être investis aujourd'hui. Si on prend l'exemple de la crise sanitaire du Covid, on a eu des changements de comportement de consommation. Par exemple, le paiement sans contact, le paiement par carte. Oui. Vous avez en Allemagne, un pays en effet en Europe qui est assez âgé. Avant la crise, vous aviez 75% des dépenses faites dans les commerces et dans les petites boutiques qui étaient payées en espèces. Bien évidemment, avec la crise, pour des raisons d'hygiène,
on a eu une vraie poussée des paiements sans contact. Oui, c'est opportuniste finalement, mais dans le bon sens du terme, bien sûr. C'est une thématique au final qui va s'adapter en effet aux différents comportements économiques et encore une fois qui va s'adapter aux demandes de solutions, de produits et de services demandés par cette clientèle senior. En parlant de comportement, justement, quel est le comportement de cet investissement, de ce produit, de cette thématique, si vous le voulez, en bourse? Alors, ça a plutôt bien fonctionné pour une raison assez simple, c'est à travers les concepts et les segments que je viens de citer à l'instant, on est vraiment sur de l'investissement dans des sociétés qui sont en très forte croissance. Quand je parlais tout à l'heure des implants dentaires, vous avez un des leaders mondiaux qui est suisse, qui est une société qui s'appelle Straumann. Straumann, en l'espace de 5 ans, son chiffre d'affaires a été multiplié par 2,5, sa profitabilité a augmenté et vous avez sur les 5 dernières années une hausse du titre qui doit être entre plus 400 et plus 500%. Donc ça illustre bien ce concept de croissance à travers la thématique du vieillissement de la population. Et donc vous avez eu des entreprises qui ont vu leur valorisation fortement augmenter sur les dernières années. Après, une des questions qu'on a souvent, c'est ces valeurs de croissance peuvent être parfois sensibles au niveau des taux d'intérêt, notamment au niveau des taux d'intérêt long terme. Mais vous avez également des segments qui peuvent bénéficier de cet environnement, notamment quand on regarde un petit peu le concept du bien vieillir. Au final, on accepte d'avancer en âge à deux conditions, soit être bien portant, soit être autonome et indépendant sur le plan financier. Et donc, tous les acteurs qui vont proposer des solutions d'épargne retraite et les acteurs qui vont gérer ces produits d'épargne retraite vont bénéficier du vieillissement de la population. Et là, on est un peu plus sur un concept value qui fait que même si les taux d'intérêt remontent un peu, on a des vecteurs d'investissement qui peuvent bien performer en lien avec la thématique. Mais alors, Olivier Cassé, quand on parle finalement de vieillissement de la population, en général, ça implique finalement la planète dans son entièreté, alors que vous restez finalement focalisé sur l'Europe. Pourquoi ce choix? Alors c'est vrai, on a décidé de lancer ce produit avec un focus important sur l'Europe, avec un constat là également très très simple, c'est qu'en Europe, alors ce qu'on appelle notamment le vieux continent, on a développé un savoir-faire, des expertises très très fortes qui font qu'on a des sociétés européennes sur tous les segments que je viens de citer et bien d'autres qui sont des leaders mondiaux. Donc on peut très bien investir sur cette thématique tout en restant positionné sur l'Europe et être sur de très très belles histoires de croissance internationale. Merci en tous les cas d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Voilà, c'était Olivier Cassé, gérant ISR Action Europe chez Sycomore AM au sein de Generali Investment, qui répondait à Linda Labidi, journaliste chez Club Patrimoine. La formation est-elle un passage obligé pour les CGP? C'est la question posée par Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine, à Catherine Orlac, présidente de OREP. Bonjour et merci de nous retrouver pour parler de formation avec une très bonne spécialiste de la question puisqu'il s'agit de Catherine Orlac, la présidente de l'OREP. Catherine, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Ça va et Ça vous? me fait vraiment très très plaisir de vous retrouver en plateau ici à Lyon. Alors, j'aimerais savoir parce que... Bogdan, merci beaucoup de m'accueillir. L'OREP, c'est 25 ans d'histoire. En 25 ans, combien avez-vous formé d'étudiants? Alors en 25 ans, nous avons formé à peu près 9000 professionnels de la gestion de patrimoine, tout horizon confondu. Enfin, ce qui est une vraie fierté, ouais. Et chaque année, vous en formez combien alors? Alors là, depuis à peu près 3 ans, on est sur un rythme de 550 professionnels chaque année, sur les 6 certificats qu'on développe. Ouais. Et quel est le profil aujourd'hui des étudiants? Alors le profil, il a un petit peu évolué, même si les banques restent quand même des clients qui représentent la plus grosse partie des formés chez nous. On a évidemment les conseillers patrimoniaux indépendants qui se forment beaucoup. On a une vraie accélération au niveau des professions du droit et du chiffre, avocats, notaires, experts comptables, qui ont vraiment compris là depuis quelques années que c'était un secteur dont il fallait s'emparer et que c'était un secteur à vraie valeur ajoutée. Et quelle est la moyenne d'âge d'un étudiant de l'OREP? Alors franchement, il n'y en a pas. Ça va de 22, je crois, pour le plus jeune, à 72 pour le plus âgé. Oui, il n'y a vraiment pas d'âge. C'est énorme, énorme. Et quelles sont les formations aujourd'hui les plus demandées?
Alors, les formations les plus demandées, je dirais que c'est les formations, au fond, qui sont les plus classiques. C'est-à-dire qu'on a notre certificat expert en conseil patrimonial, qui est le certificat sur lequel on forme le plus, 350 personnes chaque année. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est un titre RNCP niveau 7. Ça veut simplement dire qu'il est reconnu par l'État et qui permet à tous ceux qui viennent ensuite de s'installer et de pouvoir avoir toutes les cartes nécessaires, CIF, DDA, etc. La compétence juridique appropriée également pour pouvoir exercer. On a également une très forte demande sur une spécialisation qui est l'ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise, parce que là, on a un vrai vecteur de croissance, effectivement, et en général, ceux qui font expert en conseil patrimonial, dans les 2 ans qui viennent, transforment l'essai en nous rejoignant sur le diplôme chef d'entreprise. Donc c'est ces 2 formations-là qui aujourd'hui entraînent un petit peu le mouvement. Oui, tout à fait. C'est vrai que alors ça a toujours été le cas. Je suis d'ailleurs toujours étonnée, comme l'était avant moi Jean Lanier, on se disait toujours sur le diplôme expert en conseil patrimonial, on a fini par former beaucoup de monde. Et en réalité, on voit que ce sont les diplômes sur lesquels on est encore en croissance en réalité. On a de plus en plus de demandes. C'est tant mieux, parce que nous, ce qu'on analyse, c'est que du coup, il y a une vraie prise de conscience collective de la nécessité d'être bon technicien. Et ça, c'est pour nous quelque chose d'extrêmement positif. Voilà, donc on le lit de manière positive. Et quelles sont les formations les plus atypiques chez vous ? Alors, il y en a des formations atypiques. Le principe à l'OREP, c'est qu'au-delà des 2 formations, on va dire plus standards, dont je viens de vous parler, on a mis en place depuis quelques années, et certaines plus récemment, 4 certificats de spécialisation. Et en réalité, on les a mis en place parce qu'on a simplement écouté les besoins des clients. Et je crois que, évidemment, les besoins des clients, ils ont évolué ces dernières années. Déjà parce qu'on a affaire à un client qui a des problématiques de plus en plus complexes. Alors, je pourrais citer par exemple le vieillissement de la population, qui est un vrai enjeu pour demain. C'est une cohorte qui bientôt sera la seule cohorte en augmentation. Et il faut absolument sensibiliser les conseillers patrimoniaux à la gestion des personnes de grand âge. On ne gère pas le patrimoine de ces personnes. Pour les seniors, donc on a monté une formation dédiée à la gestion de patrimoine des seniors et des personnes âgées vulnérables, et vraiment pour accompagner le CGP dans cette spécificité-là. On a dupliqué ça, on a fait exactement la même chose sur l'aspect international. Aujourd'hui, on sait bien que tout le monde a un élément de mobilité dans sa famille. Que ce soit parce qu'on a des enfants qui partent vivre à l'étranger, soit même on peut partir, il y a des impatriés, des expatriés, des couples qui se défont parfois entre personnes de nationalités différentes. Tout ça amène des problématiques complexes, techniques, pour lesquelles il faut absolument être formé. C'est l'objet de notre certificat gestion internationale du patrimoine. Et puis plus récemment, nous avons mis en place 2 autres certificats, un sur l'allocation d'actifs patrimoniales, avec là vraiment, on sait bien que le contexte économique est inédit, à la fois de manière conjoncturelle avec l'après-Covid, et puis de manière plus structurelle avec aujourd'hui la baisse des taux. Et puis des ambitions qui Catherine, changent. j'avais beaucoup de questions à vous poser. Je suis trop bavarde. Ah non, mais c'est super, j'adore. Il y a une question vraiment, je dois vous la poser parce que c'est votre premier mandat. De quoi êtes-vous la plus fière ? De mon mandat en tant que présidente, de président. Oui. Alors, ça va faire 4 ans. C'est vrai que ça va faire 4 ans. C'est difficile parce qu'il y a eu énormément de choses de faites. Je dirais que peut-être la fierté, c'est d'avoir fédéré une équipe, parce qu'évidemment, je ne suis pas seule, j'ai une équipe remarquable, que ce soit une équipe interne ou l'équipe pédagogique. Je dirais qu'on a réussi, je crois, ces 4 dernières années à faire grandir l'OREP au-delà déjà de ce qu'elle était, mais sans trahir son âme. C'est-à-dire en gardant la singularité qu'a créé Jean Olanier au départ. Pour moi, c'est une grande fierté. En tout cas, vous en parlez très bien. Catherine, merci beaucoup, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci Bogdan, merci beaucoup. Voilà, c'était Catherine Orlac, présidente de l'OREP, au micro de Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine. Quel type d'actifs privilégier pour 2022 ? C'est une question qui est posée à Thomas Friedberger, directeur général et co-directeur des investissements chez Tikeo Capital. Une interview qui est menée par Linda Labidi, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. On est ravis d'être au Salon Patrimonia à Lyon. Et aujourd'hui, je suis avec Tikeo Capital et qui fait partie des leaders européens en gestion alternative. Ils sont notamment vrais aussi en matière de dette privée, mais pas que.
C'est pas vous qui allez me contredire, Thomas Fittberger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général donc, de Tikehau Capital. Dans quel secteur, pour commencer, vous voyez encore de la valeur aujourd'hui? C'est une bonne question parce que c'est vrai que les marchés sont très chers, que ce soit dans le côté ou dans le non-côté, dans la dette ou dans les actions. Mais il y a quand même quelques secteurs qui attirent notre attention et sur lesquels on déploie beaucoup de ressources. Le premier qui est relativement évident, c'est la transition énergétique. C'est probablement... avec le virage vert pris par la Chine, par les États-Unis après l'Europe. C'est probablement sur la prochaine décennie, même sur les 2 ou 3 prochaines décennies, la plus grosse opportunité d'investissement peut-être de l'histoire des marchés financiers. Donc on est très excité par ça. En plus, c'est plutôt une bonne nouvelle que ce soit une belle opportunité d'investissement. Et il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Ensuite, on est sur le secteur des biens de consommation. On est également on passe beaucoup de temps là-dessus parce que ce sont en général des sociétés de grande qualité. Qu'est-ce que vous appelez biens de consommation? Eh bien, c'est soit des sociétés qui vendent des produits d'entretien ou des produits de beauté ou des produits agroalimentaires. Ok. Et ces secteurs-là ne sont pas très à la mode. C'est plutôt la tech ou la santé qui sont à la mode. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de sociétés de qualité. Ce qu'on appelle une société de qualité, c'est une société qui a des gros retours sur capitaux investis, des équipes de management très performantes, avec une croissance très régulière. Et dans ce secteur-là, il y en a beaucoup. Et il se trouve que c'est un secteur qui est exposé à la croissance des classes moyennes dans les pays émergents, qui est un thème très fiable, puisque ça dépend de la démographie, qui est une science très fiable. Donc ça aussi, c'est un secteur qui nous intéresse. Et comment vous expliquez finalement l'intérêt du grand public pour le non-coté? Je crois qu'en fait, c'est au-delà d'une diversification assez évidente de portefeuille que ça apporte. Ça parle également aux gens parce que c'est très concret. C'est le financement de l'économie réelle. Ça rassure? Ça rassure et puis surtout, il y a un aspect de proximité. Je vous donne un exemple. Un fonds de private equity, c'est 15 à 20 positions, 15 à 20 lignes, 15 à 20 sociétés. Un fonds de dette privée, c'est entre 30 et 50 lignes, 50 sociétés qu'on finance. Et il y a beaucoup de sociétés qui sont en région. Et donc les gens qui investissent là-dedans, en fait, quand ils voient ce qu'il y a dans le portefeuille, il y a forcément une ou deux sociétés qu'ils connaissent parce que c'est des sociétés qui créent des emplois. En général, dans ces fonds-là, on finance des sociétés de taille moyenne. D'accord. En Europe, les sociétés de taille moyenne, c'est 1/3 des emplois et 1/3 du produit intérieur brut. Donc c'est un segment absolument stratégique. Et financer ces entreprises-là, c'est financer de la création d'emplois, financer l'économie réelle, donc c'est très concret et ça plaît aux gens. Il y a une dimension sociale derrière, finalement. Il y a une dimension sociale et puis surtout c'est simple, c'est concret, c'est beaucoup plus concret qu'un indice ou qu'un produit structuré. Et donc ça parle aux gens et c'est probablement ça qui le rend attractif au-delà de la diversification. On parle aussi beaucoup d'ESG. Et je voulais connaître finalement les initiatives chez Tikehau Capital. Alors il y en a beaucoup, on ne va pas tous les énumérer là parce qu'on fait beaucoup de choses dans ce domaine-là. Il se trouve qu'on gère le plus gros fonds au monde de private equity entièrement dédié à la transition énergétique. C'est un fonds qui fait 1 milliard d'euros. On a annoncé récemment qu'on lançait une initiative similaire aux États-Unis, qui est un pays qui est un petit peu en retard sur l'Amérique du Nord et un peu en retard sur l'Europe dans ce domaine-là. C'est un des rares domaines où l'Amérique du Nord est un peu en retard sur l'Europe, mais on pense qu'il y a une vague d'investissement massif dans la transition énergétique à venir en Amérique du Nord et également en Asie. Et donc on va lancer cette initiative-là. Ensuite, on a lancé un fonds, le premier fonds européen de crédit à impact dans la dette privée. Donc c'est un fonds qui prête aux entreprises avec un taux d'intérêt qui va varier en fonction de critères d'impact qu'on mesure et qu'on reporte. Exemple de critères? Par exemple, les créations d'emplois, l'innovation, l'impact environnemental. Donc ça, c'est des critères que l'on sait mesurer et sur lesquels on sait reporter de manière objective. Donc ça détermine le taux auquel on prête à la société. Et puis également un fonds de high yield, donc d'obligations haut rendement avec un objectif d'impact également. Donc ça aussi, c'est assez innovant. Il y en a très peu. Il y en a beaucoup dans l'univers investment grade. Mais dans le haut rendement, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, on espère être pionnier également dans ce domaine-là avec un fonds qui est déjà lancé.
Allez, le mot de la fin en 20 secondes chrono. Le mot de la fin en 20 secondes, c'est la gestion d'actifs. Il faut absolument que ça serve à orienter l'épargne sur le long terme, parce qu'on a besoin de trouver des modèles de croissance beaucoup plus durables et beaucoup plus résilients. C'est ce qu'on s'attache à faire chez Tikehau. C'est un pari gagné? Pardon? C'est déjà un pari gagné chez vous ou pas? C'est en train de se passer au niveau mondial, et nous, on veut être un acteur majeur de ça. Merci beaucoup en tous les cas d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt. Voilà, c'était Thomas Friedberger, directeur général et co-directeur des investissements chez Tikehau Capital, qui répondait à Linda Labidi, journaliste chez Club Patrimoine, et qui détaillait les types d'actifs à privilégier pour 2022. Assurance vie luxembourgeoise, quel intérêt pour les CGP? C'est la question qui est posée par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, à Romain Chevalier, Chief Commercial Officer chez One Life. On regarde tout de suite. Assurance vie luxembourgeoise, quel est l'intérêt pour les CGP? On en parle tout de suite avec mon invité Romain Chevalier. Bonjour Romain. Bonjour. Vous êtes un spécialiste luxembourgeois de l'assurance vie. Vous êtes aussi membre du groupe Apicil. Qu'est-ce que vous vous apportez mutuellement? Alors One Life et le groupe Apicil, c'est une histoire maintenant qui dure depuis 3 ans. Ça fait bientôt 3 ans que le groupe Apicil a fait l'acquisition de One Life à Luxembourg. Ouais. Alors qu'est-ce que les deux entités s'apportent mutuellement? Dans un premier sens, disons, pour le groupe Apicil, cette opération, c'est une porte d'accès, c'est une porte d'entrée à l'assurance vie dans différents marchés européens. Le groupe couvrait essentiellement, uniquement d'ailleurs, le marché domestique français. One Life permet au groupe Apicil de diversifier son activité, de l'élargir aussi en faisant sens avec les entités qui sont déjà préexistantes dans le groupe Apicil et d'accéder au marché belge, au marché du Sud, au marché du Nord, avec une offre qui est complémentaire. Et côté One Life, disposer d'un actionnaire comme le groupe Apicil, c'est déjà un vrai changement par rapport à l'époque d'avant, disons, parce que One Life était détenu par un fonds de private equity américain qui avait plein de vertus, mais peut-être pas celle de rassurer sur le long terme, disons, sur la vision long terme de la structure. Vision long terme, c'est ce qu'apporte le groupe Apicil. Intrinsèquement, le groupe Apicil est une entité qui voit loin, qui voit long en termes de duration d'investissement et qui apporte cette sérénité, cette solidité, cette signature aussi et je dirais cet état d'esprit de construction positive qui est maintenant à l'œuvre chez One Life. Donc un bel alliage. Et dans les choses positives, il y a autre chose, c'est la collecte, puisqu'elle a plus que doublé ou en tout cas doublé. Comment vous l'expliquez? Alors effectivement, la collecte de One Life, historiquement cette compagnie délivrait en moyenne 500 millions d'euros de collecte par an. En new business, majoritairement issus du marché belge, des CGP belges et quelques dossiers institutionnels qui étaient réalisés ailleurs. On a transformé le modèle sans renier notre présence en Belgique, qu'on a au contraire renforcée, mais en développant d'autres marchés. Quel autre marché? Alors, les marchés du Nord, Danemark en priorité, Suède maintenant, bientôt la Finlande, où on a une offre dédiée à cette clientèle scandinave qui est très friande, on va dire, de solutions d'investissement assurance vie non cotée et l'offre luxembourgeoise répond à leurs besoins. Le marché ibérique aussi, il y a de grosses transitions fiscales et patrimoniales qui sont en cours en Espagne et on cherche à tirer notre épingle du jeu sur ce marché-là et on est en train d'y arriver. La France, bien sûr. La France où le potentiel est énorme avec une offre qui fait sens, donc passer de 500 millions d'euros par an en rythme de croisière à une compagnie qui doit pouvoir délivrer, si tout se passe bien, et c'est ce qu'on fait tous les jours, à peu près 1 milliard d'euros à l'issue de cette année 2021. Vous allez ouvrir de nouveaux bureaux? Ça c'est prévu ou pas? Non, on ne va pas ouvrir de nouveaux bureaux. On a aujourd'hui 5 zones commerciales, le Nord, les pays scandinaves, le Sud, la péninsule ibérique, la Belgique, la France. On a aussi un petit réseau dédié aux expatriés britanniques. On va pas ouvrir du bureau, on va plutôt chercher à solidifier cette construction nouvelle, l'inscrire dans la durée, apporter toujours l'innovation. Trop se disperser serait à ce stade probablement pas la bonne décision pour la compagnie. Au contraire, insister là où on est, avec efficacité, enthousiasme, c'est très certainement ce qu'il y a de mieux à faire. Et c'est ce qu'on va faire. Bon, ça c'est très bien, vous êtes luxembourgeois Romain. On est en France, à Lyon, pour Patrimonia. Qu'est-ce que vous apportez au CGP français? Alors, ce qu'on cherche à apporter au CGP français, c'est avant tout une simplification de l'accès à l'assurance vie luxembourgeoise et même à l'industrie luxembourgeoise. Le gros atout du Luxembourg, c'est sa capacité à fabriquer sur mesure des solutions qui collent aux besoins de chaque client.
Sauf que la contrepartie de cette sophistication et de ce caractère sur mesure, c'est parfois le manque de lisibilité dans ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, dans le comment mettre en place, dans le comment gérer sur la durée, où accéder aux données, etc., qui est très déstabilisant en fait pour un CGP français qui est habitué à avoir un standard de travail qui est peut-être plus formaté, mais dans lequel il a ses repères. Agrégateur, vision quotidienne sur tous les contrats, savoir exactement quels sont les délais de traitement, qui sont mes interlocuteurs, etc. Nous, ce qu'on cherche à leur apporter, c'est ça en fait. On cherche à leur apporter ce qui fait le cœur de l'offre luxembourgeoise, l'accès à des FAS, l'accès à des fonds internes dédiés, l'accès à du crédit adossé à des placements assurance vie, à du non-coté, à plein de solutions qui sont magiques à Luxembourg, avec un niveau d'accessibilité, de compréhension et de simplicité qu'on veut adapter au marché français. Et c'est ça notre challenge. D'accord, mais ça, Romain, d'autres assureurs luxembourgeois le font. Qu'est-ce que vous apportez réellement de plus au CGP français? Alors un exemple concret. Chez nous, on appelle ça la transparisation ou délivrer le détail en quotidien du contenu des FAS et des fonds internes dédiés, c'était le minimum. Voilà. Donc on l'a mis en place. C'est-à-dire qu'un CGP qui va faire un FAS ou un feed avec OneLife aura accès sur son site et via ses agrégateurs en quotidien aux détails de toutes les positions. Il n'aura pas une seule ligne mise à jour tous les mois, comme c'était un peu la norme à Luxembourg. Il aura accès au contenu de chacun de ses contrats de façon complètement détaillée et en quotidien. Autre exemple aussi, il aura accès à un service pour l'accompagner dans la réalisation de ses opérations d'investissement dans les FAS, avec une plateforme qu'on a dédiée pour lui et parfaitement digitalisée. C'est aussi toutes les souscriptions et tous les actes en cours de vie du contrat 100% digitalisés. Donc c'est vraiment des mesures très concrètes pour coller aux besoins et aux façons de faire de nos partenaires. Merci beaucoup Romain d'avoir été avec nous. Je vous laisse retourner sur votre stand. Je sais qu'il y a pas mal de CGP qui vous y attendent. Grand merci, à bientôt. Voilà, c'était Romain Chevalier, Chief Commercial Officer chez OneLife, qui répondait au micro de Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, à la question assurance vie luxembourgeoise. Quel intérêt pour les CGP? C'est déjà la fin de Smart Patrimoine. On se retrouve demain. Demain, nous parlerons de l'investissement en SCPI hors de France. Nous aurons le plaisir de recevoir Inès Diaz, directrice générale de Sogenial, mais aussi Jean-Maxime Jouy, Global Head of Fund Management pour BNP Paribas Reim. Jean-Maxime Jouy qui en profitera d'ailleurs pour nous parler non pas seulement de SCPI mais également de OPCI. Nous recevrons également demain Hervé Valentin, président du syndicat national de la librairie ancienne et moderne, dans un patrimoine thématique consacré comme tous les mardis à l'investissement passion. On se demandera comment investir dans les livres anciens. C'est fini donc pour l'édition d'aujourd'hui. On remercie Amanda au son, on remercie Elisa et Ulysse à la réalisation. On remercie également Com en régie et on remercie Pauline pour son aide à la préparation de l'émission. Je vous rappelle que l'émission de demain sera sur le même format que celle d'aujourd'hui, à savoir que vous pourrez revivre également encore une fois Patrimonia avec des interviews tournées sur place par notre partenaire Club Patrimoine. Je vous dis à demain.